Bonjour et bienvenue dans ma lecture du Rivage des Syrtes de Julien Gracq, troisième chapitre, une conversation. On s'était arrêté toujours sur le Rivage des Syrtes. On voit passer, le narrateur de notre histoire voit passer tout près une navette. Peut-être est-ce l'ennemi? Que faut-il faire dans une telle situation alors que la guerre, pensait-on, n'était plus d'actualité ou plus tout à fait d'actualité? Je vais lire la suite de cette histoire-là en m'arrêtant peut-être de temps en temps. Une conversation. Je me fis annoncer chez Marino le lendemain de bonne heure. Marino, c'est son supérieur hiérarchique, on est dans un monde militaire. Je n'avais guère dormi et quand j'essayais de mettre un peu d'ordre dans mes idées pour me préparer à une entrevue délicate, je trouvais anormale l'excitation où ma découverte de la veille m'avait tenu plongé. J'avais hâte d'éprouver sur Marino la réalité même, pourtant indubitable, de cette apparition suspecte. Réalité est écrit en italique, c'est une réalité mais qui tout de suite est remise en cause. Une apparition suspecte. J'accordais sans me l'avouer à sa dissolvante réserve de calme le pouvoir singulier de l'annihiler encore, de la faire rentrer dans l'ordre menacé. En même temps, je devinais que cette découverte ne pouvait lui être agréable, et j'avais le sentiment de le braver, de braver en lui une interdiction secrète, de le forcer à ouvrir son jeu. De seulement la faire auprès de lui, chargeait déjà une démarche si simple d'un poids et d'une ambiguïté. Pendant que je longeais les couloirs blafards de ce petit matin glacé, il m'apparaissait soudain redoutable, puissant, oui, et non pas puissant, mais bien puissant sur ma pensée et sur mes actions, non en ce qu'il les influençait, mais en ce qu'il était capable, en dépit de moi, de les charger de je ne sais quel poids d'irrévocable sous lequel je me sentais vaciller. Je le trouvai dans son bureau du sous-sol de la forteresse, où il expédiait le matin les rapports pour Orsena. Quelque chose de préservé et de monacal flottait dans cette pièce qui semblait s'être à la longue gauchie autour de lui comme la coquille autour du coquillage, et où sa lourde silhouette assise ajoutait seule une touche dernière de plénitude, parfaisait un chef-d'œuvre saisissant de mise en place. Au fond de la perspective du couloir étroit qui lui faisait comme un cadre, comme dans ces toiles où la magie semble surgir d'un comble improbable d'équilibre, on s'attendait presque à le voir miraculeusement bouger. Une sorte de statue qui est là, avec toutes ces comparaisons qui viennent lui donner un aspect étrange à ce personnage. C'était bien le vrai Marino, c'est pas une statue, c'est le vrai, que j'avais devant moi et que j'allais combattre. De connivence avec les choses familières, appuyé sur elles et les étayant de sa masse protectrice, un barrage d'obstination douce et tenace à l'inattendu, au soudain, à l'ailleurs. La pipe posée sur une pile de dossiers était un défi au tonneau de poudre. La main lente et appliquée de laboureur festonnait d'une grosse encre au travers des pages le sillon quotidien. Une longue suite de journées égales, de journées sans date et sans secret, avait forgé cette armure inaltérable dont le toucher dissipait les fantômes
calfater cette cloche à plongeur où, à jamais, comme si de rien n'était, se consommait un prenant mystère d'habitude. On voit tout d'un coup le paradoxe du mystère d'habitude, l'habitude devenue mystère, et pourtant cette habitude va être bousculée par ce que va annoncer le narrateur à Marino. Alerté par le bruit de mes pas sur les dalles, le regard de Marino m'avait décelé de loin, d'un clin d'œil rapide, pour s'éteindre aussitôt, comme une lampe qu'on met en veilleuse, et se replonger dans les dossiers. Il me voyait venir. Cela aussi faisait partie de ses défenses. Il n'aimait pas être surpris. Il attendit que je fusse tout près. Avant même que ne se fussent relevés les yeux gris, la main presque inconsciemment posa la plume, me signifiant, comme malgré elle, que c'en était fini du travail pour le matin. Il m'avait attendu. Cette divination singulière me décontenançait. « Je te trouve bien matinal, Aldo. Mauvaise brume ce matin, n'est-ce pas? Ici, cela réveille toujours de bonne humeur. La gorge pique. Je le répète toujours à Roberto, brouillard du matin, c'est le premier jour d'hiver à l'Amirauté. » Il jeta un long coup d'œil complaisant par la vitre embuée. Je sentais qu'il aimait ces vitres de brume. C'était ainsi qu'il regardait toujours une taie légère flottant sur son œil gris qui cachait ce qu'il ne fallait pas voir. Le temps qu'il faisait le jour de ton arrivée ici, tu t'en souviens? Moi, je m'en souviens. Vieille déformation professionnelle. Une tête familière, je la revois toujours en souvenir collé sur le même fond de ciel où je l'ai aperçu la première fois, et aussi les ombres, les nuages, le vent, la chaleur, tous les nuages, je pourrais les dessiner. Toi, je te vois toujours sur fond de brume, avec une auréole, une vraie auréole, ne ris pas, le rond de la torche électrique dans le brouillard. Le rire un peu forcé s'acheva dans un flottement gauche. Il ne nous avait jamais été facile de bavarder. Le tutoiement même de Marino, avec son je ne sais quoi d'imperceptiblement voulu, de plus réglementaire qu'amical, nous éloignait, soulevait une gêne qu'aucune bonne volonté ne devait dissiper. La voix se refroidit, légèrement contrainte, et interrogea. La voix se refroidit comme le temps qui nous amène à l'hiver. Cet hiver qui vient, qu'on annonce dans Game of Thrones. Voilà une comparaison qui est peut-être pas du tout judicieuse, mais il y a quelque chose de ça, l'hiver vient. Et les menaces, surtout, l'accompagnent. C'est gentil d'être venu bavarder avec moi. Je crains que ce ne soit plus sérieux. Le visage de Marino se tendit insensiblement. Ah, le service alors? C'est à vous de juger. Je racontai assez sèchement, en m'efforçant à la précision, ma découverte de la veille. Au fur et à mesure qu'avançait le récit, j'entendais ma voix prendre une dureté métallique et offensante, comme si, de minute en minute, j'avais senti devant moi fuir la crédulité. Marino me regardait fixement, le visage immobile. Je sentais que c'était moi qu'il écoutait, et non le passage de ce navire fantôme par lequel j'espérais réveiller ses instincts de chasseur. Navire fantôme, le vaisseau fantôme, ce navire qui passe, mais on ne sait pas s'il est vraiment passé, on commence à en douter de plus en plus, on ne l'a vu qu'une fois. Comme écoute
un médecin dont la fausse complaisance dérobe dans les saccades de la voix, dans les tics du visage, les signes fugaces de la maladie. C'est bien, conclut-il après un instant décent de silence. Je vais ordonner qu'on patrouille ce soir aux abords de la passe, quoiqu'il ne soit guère probable que ce bateau revienne toutes les nuits. Sa voix me donnait congé. C'était ce que j'avais craint le plus. Le ton professionnel, égal, faisait choir l'apparition au rang de détail du service. La dégradait, lui dressait contravention. Et pourtant son détachement excessif m'avertissait. Il y avait là quelque chose de trop bien joué. J'insistai. Ce qui serait grave ne serait pas qu'il repasse, mais qu'il soit parti pour de bon. Parti ? Je ne vois pas bien ce que tu veux dire. C'est pourtant clair. Je m'échauffais peu à peu. Où veux-tu que ce bateau s'en aille, excepté Maremma ? Il n'y a pas un port à 300 milles d'ici. Ce seront des fêtards de Maremma qui ont voulu s'offrir une promenade de nuit. Au-delà de la zone des patrouilles. Ils avaient peut-être bu. Ou peut-être ils savaient ce qu'ils faisaient et étaient décidés à aller plus loin. Pour la première fois, le regard de Marino me fixa avec un ressentiment et une hostilité marquée, comme un homme auquel on s'est efforcé en vain, jusqu'au dernier moment, d'éviter une bévue. Je ne vois pas. En pleine mer, ce serait absurde. Il y a des ports en face de nous. Il y a la côte du Farguestan. On voit le déni de Marino, alors que notre narrateur, lui, peut-être qu'il espère qu'il se passe quelque chose, que la guerre revienne. Le mot, donc le mot c'est Farguestan, tomba dans un silence de catastrophe. C'était moi qui l'avais nommé. Aussi bien il n'avait jamais été question d'autre chose. Marino se taisait. Je me sentis devenir venimeux. D'un coup, une sorte de métamorphose, il se transforme en une sorte de serpent. Je me sentis devenir venimeux. Il a prononcé le nom qu'on ne prononce pas. Après Game of Thrones, on peut penser à Harry Potter, celui dont on ne peut pas dire le nom, le Farguestan. La réponse, ou si je reviens, je me sentis devenir venimeux, c'est un nom qui ne me semble guère avoir cours ici. La réponse m'opposa un mur d'hostilité froide. Non, c'est un nom qui n'a guère cours. Vous souffrirez pourtant que je le prononce. En venant ici, j'avais lieu de croire qu'on m'envoyait dans un poste militaire. Il est de tout repos, je veux bien le croire. Je le crois davantage depuis que je suis ici. Mais il ne sert à rien de fermer les yeux. Après tout, nous sommes en guerre. J'avais laissé jouer l'accent de moquerie traditionnel sur ma dernière phrase, mais la voix de Marino prit soudain un ton de fierté dure que je ne lui connaissais pas. De ce qui t'a paru blâmable à l'amirauté, tu rendras compte. C'est ton devoir. Mais tes moqueries tombent mal. Aldo, je t'en avertis. J'ai perdu ses doigts au service de la seigneurie. Je suis ici pour assurer sa sécurité au long de ses côtes et je ne crois pas faillir à mon devoir. La manière dont je l'assure, j'en suis juge, et je te crois bien jeune pour te prononcer. Le regard se leva imperceptiblement au-dessus de moi, dans une fermeté de propos qui donnait au visage une soudaine beauté. De cela aussi je rendrai compte. Je me sentais
étrangement mal à l'aise, confondu à l'extrême par la gageure de ce ton si sérieux. Mais déjà Marino lisait dans mes yeux sa méprise, et un instant hors de ses gardes, retrouvait ce ton de moquerie placide qui lui était familier. Nous nous sommes laissés entraîner bien loin, il me semble, par un malheureux bateau qui passe en contrebande. Nous n'allons pas nous brouiller pour une sottise. Tu ne le voudrais pas, Aldo. L'œil gris, derrière l'écran de la parole lente, quêtait une approbation qui chassa les doutes, cherchait à sonder jusqu'où j'avais lu dans ce brusque désarroi. Je n'ai pas voulu vous blesser, vous le savez bien. Tu es jeune, et je te comprends. J'ai été comme toi, plein de zèle pour le service, plein de zèle, très égoïste plutôt. J'ai pensé comme toi qu'il devait m'arriver des choses singulières. Je m'y croyais destiné. Tu vieilliras comme moi, Aldo, et tu comprendras. Il n'arrive pas de choses singulières. Il n'arrive rien. Peut-être n'est-il pas bon qu'il arrive quelque chose. Tu t'ennuies à l'amirauté. Tu voudrais voir lever quelque chose à cet horizon vide. J'en ai connu d'autres avant toi, tout jeunes, comme toi, qui se levaient la nuit pour voir passer des navires fantômes. Ils finissaient par les voir. Nous connaissons cela ici, c'est le mirage du Sud, et cela passe. L'imagination est de trop dans les Syrtes, je t'en avertis. Mais on en vient à bout, on finit par l'user. Tu as vu courir ces oiseaux de nos steppes aux ailes atrophiées. Ils me sont un bon exemple. Là où il n'y a pas d'arbres, où se poser et pas de faucons qui vous pourchassent, on n'a pas besoin de voler. Ils se sont adaptés. À l'amirauté aussi on s'adapte. Et c'est ainsi que vont les choses. Et c'est ainsi que les choses vont bien. C'est de cette manière qu'on vit ici en sécurité. Si tu t'ennuies trop, si tu ne veux pas céder à l'ennui, à cette monotonie qui est ici une bonne conseillère, tu m'entends bien? Je vais te donner à mon tour un conseil d'ami et de père, car je t'aime bien, Aldo, tu le sais. Le nom que tu portes est illustre et ta famille bien accréditée à la seigneurie. Je vais te donner le conseil de partir. Partir? Les yeux de Marino flottèrent lointains, comme on fouille la haute mer en quête d'un repère insaisissable. Il y a ici un équilibre que je maintiens. C'est une chose difficile, et cela exige qu'on retire ce qui d'un côté pèse trop lourd. Et qu'est-ce qui pèse trop lourd? Toi. Je retins un instant ma respiration avant de répondre. Je ne pouvais me tromper au ton de Marino. En cette minute même, il m'aimait. On voit ce paradoxe ici. Il m'aimait, il le lui dit et il le sent. Et pourtant, il lui dit de partir, parce qu'il voudrait que quelque chose se passe, et qu'il ne se passe jamais rien, mais peut-être se passera-t-il quand même quelque chose. En cette minute même, il m'aimait, je le sentais profondément. Mais j'étais décidé à voir plus avant. Vous me chassez? Vous ne le feriez pas sans motif grave. Puis-je savoir plus précisément ce qui, dans ma conduite ici, vous a déplu? Ne renverse pas les rôles. Il est trop facile de refuser de comprendre. Je me suis mis à ta discrétion. Un mot de toi à Orsena, bien plus tôt, peut me chasser à jamais d'ici. Il n'est pas question de service, mais d'une conversation d'homme à homme.
Je pensais que tu l'avais déjà compris. Je t'en veux d'être ce que tu es, en dépit de toi-même. Je t'en veux d'être ici une cause de trouble, en attendant d'être une source de danger. Je ne me connais pas un pouvoir aussi magique. Me mettrez-vous une fois pour toutes en face des maléfices que j'ai exercés? Marino resta silencieux un instant, comme cherchant pour ses pensées la clé d'un ordre difficile. J'ai parlé tout à l'heure d'équilibre. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger. Rien ne bouge ici, et cela depuis 300 ans. Rien n'a changé non plus de toute chose, si ce n'est une certaine manière de leur retirer son regard. Et pourtant, de Rodrigo, c'était l'amiral qui avait bombardé le Farguestan, à moi, il y a bien de la différence. Les choses ici sont lourdes et bien assises, et tu t'efforcerais en vain de relever les pierres qui roulent chaque jour dans les fossés. Mais tu peux peut-être davantage. Il y a un comble d'inertie qui tient depuis 3 siècles. Cette ruine immobile, la même qui fait crouler ailleurs les avalanches. C'est pourquoi je vis ici à petit bruit, et retiens mon souffle, et fais de cette coquille le lit de ce sommeil épais de tâcherons qui te scandalise. Je ne te reproche pas, comme Fabrizio, de t'agiter comme un jeune chien sevré de sa laisse. Il y a ici de la place pour s'ébattre, et le désert en a usé de plus vigoureux. Je te reproche de ne pas être assez humble pour refuser les rêves au sommeil de ces pierres. Ils sont violents. Je suis vieux maintenant, et j'ai appris ce que c'est que mourir. C'est une chose difficile et longue, et qui réclame aide et complaisance. Je veux te dire ceci, Aldo. Toutes choses sont tuées 2 fois. Une fois dans la fonction et une fois dans le signe, une fois dans ce à quoi elles servent et une fois dans ce qu'elles continuent à désirer à travers nous. Je ne te reproche que la ou que ta complaisance. Alors je vous croirai indulgent et aussi, pardonnez-moi, un peu romanesque. Je ne pensais pas que la vie à l'amirauté cachait tant de fantastique. J'ai peur que vous n'en ajoutiez peut-être un peu. J'avais senti soudain l'envie stupide de reprendre l'avantage. Je compris aussitôt que notre entretien avait passé le point critique. Marino ne demandait qu'à se rassurer. Tous les marins sont un peu romanesques. Évidemment, ici, il y a une sorte de mise en abîme. Nous sommes dans la fiction, dans le romanesque. Un roman où il ne se passe rien et où le personnage de Marino voudrait qu'il continue de ne rien se passer, mais où Aldo, le narrateur, qui nous raconte une histoire, aimerait nous raconter quelque chose, aimerait qu'il y ait des événements. Il n'y en a pas, ou il y a un tout petit événement qui peut-être n'est rien du tout. Tous les marins sont un peu romanesques. Il rit de bon cœur. Il faut l'être un peu pour sentir venir l'orage, rien qu'en humant l'air. Mais sois tranquille, Aldo, va, il n'y a pas d'orage. Il n'en arrivera pas, il n'arrivera rien, il n'arrive rien aux gens raisonnables. La voix me taquinait, un peu troublée pourtant.
Et peut-être que malgré tout, tu t'habitueras ici. L'hivernage n'est pas sans charme. À ce propos, j'allais oublier. Il se prépare pour toi une vie de fête, il paraît. Nous avons des amis à Maremma, et des amis qui voudraient beaucoup te voir. Et j'ai même à te transmettre une invitation dans les règles. On voit qu'on revient à des choses beaucoup plus dans les règles, dans les habitudes. Ces habitudes qui pourtant sont des habitudes étranges, mystérieuses. Vous savez que je ne bouge pas d'ici. Donc ça, c'est la réponse du narrateur à cette proposition d'aller faire des fêtes dans la ville la plus proche, proposition plutôt alléchante. Mais Marino reprend la parole. Et que tu as même grand tort, mais c'est ton affaire. La princesse Aldobrandi te prie à une soirée qu'elle donne chez elle demain. Elle aimerait beaucoup te voir et m'a prié d'insister. Tu en feras ce que tu voudras. Tu la connais, je pense. Enfin, je ne te donne pas de conseils comme j'en donnerais à une jeune recrue dans l'intérêt de son avancement. Tu es assez grand garçon. C'est dit pour ce soir. Je donnerai les ordres pour la patrouille. Il me jeta un regard à demi amusé. Viens avec nous, cela te désennuiera. C'est drôle, se désennuiera alors même que l'ennui est précisément ce que Marino veut à quelque part. Je me trouvais en quittant Marino dans une disposition d'esprit singulière. De cette conversation tendue et qui devait à certains égards devenir pour moi si lourde de sens, un souffle brusque venait de dissiper au dernier moment les nuées d'orage. Marino avait voulu me chasser des Syrtes, et la poterne franchie, je ne m'étonnais même plus de ma soudaine insouciance. Des souvenirs affluaient à moi en foule, qui dissipaient ces nuages avec l'exubérance d'un vent du matin. Je songeais à Vanessa Aldobrandi. Les jardins de Selvaggi, dans le mois de mai, au sortir du labyrinthe de rocailles et de marbre qui surplombe la colline, sont une seule nappe de soufre clair qui flambe d'un blanc de coulée jusqu'au bas de la pente et vient mordre en festonnement de vagues la falaise opposée de forêts sombres qui clôt de ce côté Orsena comme un mur. On change totalement d'ambiance tout d'un coup, en pensant à Vanessa Aldobrandi et au lieu où sans doute vit cette femme. Passé le faîte de la colline qui l'isole des bruits familiers de la ville, à midi l'odeur des narcisses et des jacinthes reflue sur le vallon comme un vertige tournoyant, pareil à l'attaque sur l'ouïe d'une note trop aiguë qui creuse pourtant, avant de la combler aussitôt, la soif d'une note plus aiguë et plus déchirante encore. Sur les derniers degrés de marbre, mordus par la nappe lisse comme un escalier qui plonge dans la mer, les feuilles d'un tremble font cet ombrage vivant, si pareil au reflet sur un mur d'une eau agitée, et la brusquerie du silence au sortir du fracas de la rue, et celle d'un lieu magique, de ces cimetières abandonnés où le suspens léger et détendu de toutes choses donne au seul bourdonnement d'une abeille une plénitude d'orgue, et comme le poids grave d'une visitation. On connaissait peu à Orsena ces jardins à demi abandonnés. Je m'y glissais souvent vers midi, où j'étais sûr de n'y trouver personne, avec l'enchantement toujours neuf qu'on éprouve à faire jouer une porte secrète et indéfiniment complice. Il était là, chaque fois comme pour moi seul, ravivé dans son incandescence, dans un au-delà instantané et dérisoire, de la promesse également inépuisablement dispensateur.
J'avais quitté l'université ce matin-là, de bonne heure, et pris congé d'Orlando, à quelques rues de là. C'est drôle comme tout d'un coup, on n'est plus dans l'histoire qu'on nous racontait à l'Amirauté, c'est un lieu loin de tout, mais on est revenu au cœur de ce lieu d'Orsena. Et dans le passé, ces promenades clandestines étaient de celles dont il avait le secret de me faire rougir. Je descendais déjà les dernières marches de mon belvédère, préféré quand une apparition inattendue m'arrêta, dépité et embarrassé. À l'endroit exact où je m'accoudais d'habitude à la balustrade, se tenait une femme. Il était difficile de me retirer sans gaucherie, et je me sentais ce matin-là d'humeur particulièrement solitaire. Dans cette position assez fausse, l'indécision m'immobilisa. Le pied suspendu, retenant mon souffle, à quelques marches en arrière de la silhouette, c'était celle d'une jeune fille ou d'une très jeune femme. De ma position légèrement surplombante, le profil perdu se détachait sur la coulée de fleurs avec le contour tendre et comme aérien que donne la réverbération d'un champ de neige. Mais la beauté de ce visage, à demi dérobé, me frappait moins que le sentiment de dépossession exaltée que je sentais grandir en moi de seconde en seconde. Dans le singulier accord de cette silhouette dominatrice, avec un lieu privilégié dans l'impression de présence entre toutes appelées qui se faisait jour, ma conviction se renforçait que la reine du jardin, en italique la reine du jardin, venait de prendre possession de son domaine solitaire. Le dos tourné au bruit de la ville, elle faisait tomber sur ce jardin dans sa fixité de statue, la solennité soudaine que prend un paysage sous le regard d'un banni. Elle était l'esprit solitaire de la vallée, dont les champs de fleurs se colorèrent pour moi d'une teinte soudain plus grave, comme la trame de l'orchestre quand l'entrée pressentie d'un thème majeur y projette son ombre de hautes nuées. La jeune fille tourna soudain ses talons tout d'une pièce et me sourit malicieusement. C'est ainsi que j'avais connu Vanessa. Là, on a vraiment la rencontre, évidemment une scène assez classique dans les romans, mais qui apparaît ici, dans un moment où on ne l'attendait pas. Je ne devais me rendre compte que bien plus tard de ce privilège qu'elle avait de se rendre immédiatement inséparable d'un paysage. Là, il y a quelque chose qui fait forcément penser à Proust, à ces jeunes filles sur la plage de Balbec, par exemple, inséparable d'un paysage, ou d'un objet que sa seule présence semblait ouvrir d'elle-même à la délivrance attendue d'une aspiration intime, réduisait et exaltait en même temps au rôle significatif d'attribut. Baigneuse sur la plage, tiens. Peut-être a-t-il pensé à Proust ici. Châtelaine à son rouet, tout ça c'est entre guillemets comme des titres de tableaux. Princesse sur sa tour, c'étaient les termes presque emblématiques, oui, des emblèmes, hein, des dessins qui représentent l'essence même de la personne, son nom, qui me venaient à l'esprit quand j'essayais plus tard de me rendre compte du pouvoir de happement redoutable que cette main ensorcelée. Les choses à Vanessa étaient perméables. On voit quelque chose, un tableau un peu impressionniste, comme ça, elle fait partie du tableau, on ne distingue pas cette Vanessa du décor. D'un geste ou d'une inflexion de voix merveilleusement aisée, et pourtant imprévisible, comme s'agrippe infaillible le mot d'un poète, elle s'en saisissait avec la même violence amoureuse et intimement consentie qu'un chef dont la main magnétise une foule.
Le vieil Aldobrandi était le chef d'une famille célèbre à Orsena pour son esprit inquiet et aventureux. Son nom s'était associé de façon presque légendaire à tous les troubles de la rue, à tous les complots nobiliaires qui ébranlèrent parfois la seigneurie jusque dans ses assises. Les reniements scandaleux, les intrigues, les enlèvements romantiques, les assassinats, les hauts faits militaires jalonnaient la chronique de cette souche princière qui portait dans ses mœurs privées la même violence débridée et hautaine qui l'avait amené dans la vie publique aux trahisons avérées comme au plus haut poste de l'État. Là, on a tout d'un coup à nouveau l'aspect romanesque que reprochait Marino à Aldo, qui revient, cette famille Aldobrandi, à quelque chose de tout à fait romanesque. Un Aldobrandi avait pacifié par des mesures de haute sagesse la révolte agraire et la sécession de Mercanza. Un autre passait pour avoir mis en défense les forteresses farguiennes au temps du grand bombardement. Muré dans son orgueil, et comme campé en pleine ville au milieu d'un quartier de petites gens dans son palais du faubourg du Borgo, c'était une race sans tiédeur et sans loi, une race d'humeur lointaine et forte, suspendue indéfiniment sur Orsena dans son nid d'aigle pour la féconder ou la foudroyer comme un bel orage. On sent que notre narrateur s'enflamme pour cette famille et plus particulièrement pour la descendante de cette famille, Vanessa. On se répétait à Orsena le défi de sa devise insolente, finesse transcendam, et on ne manquait guère d'en nuancer l'énoncé d'ironie en se rappelant pour combien de ses membres exilés elle avait pris souvent un sens amèrement concret. Le père de Vanessa, démagogue intrigant, convaincu de participation dans une émeute des faubourgs qu'il avait soudoyé de sa grosse fortune, avait été la dernière victime de ces bannissements répétés. Cette circonstance, grossie par l'imagination d'un très jeune homme, nuança d'un respect exalté et romantique mes relations avec Vanessa. La bannie ou la famille bannie est la famille plus établie qui est celle de notre narrateur. C'est un amour peut-être interdit, presque un côté Roméo et Juliette dans cette histoire-là. Elle était l'un des plus riches partis de la ville et fort insoucieuse d'un père qu'elle avait à peine entrevu. Je protégeais, je vénérais en elle une orpheline menacée. Nous ne nous rencontrions guère ailleurs que dans ce jardin qui prolongeait pour nous sa floraison secrète. Et c'est à peine, je pense, si nous parlions. Nous demeurions de longues minutes sans rien dire en face de cet océan incendié que Vanessa m'ouvrait de toutes parts sur le monde. Dans ses yeux passait pour moi le reflet trouble des mers lointaines qu'avait traversé l'exilé. Et peut-être ce trouble est-il encore là quand il voit cette navette sur la mer du rivage des Syrtes. Son malheur, que je m'exagérais, mettait sur mes joies une arrière-pensée de retenue secrète, et sur les pensées moins chastes qui me venaient comme l'interdit d'un sacrilège. Je l'aimais en absence, sans souhaiter qu'elle me devînt plus proche, et comme si sa main pensive et immatérielle n'eût été faite que pour ordonner dans un lointain indéfiniment approfondi la perspective de mes songes. Elle me parlait souvent de ces contrées d'où son père parfois écrivait. Sa voix, devenue brève et comme gutturale, trahissait alors une calme exaltation. Vis-à-vis d'Orsena et des choses de la vie courante, son détachement était extrême et méprisant. Au cœur de cette ville si complaisamment assise dans sa richesse et dont elle était par excellence l'étrangère, ces longues entrevues m'entraînaient dans une dérive sourde et dissolvante,
Aux côtés de cette frêle silhouette dressée qui jetait l'anathème sur la vie médiocre et acceptée, je reniais en esprit Orsena et sa santé rassurante et aïe. Je revenais du jardin Selvaggi, au long de rues désenchantées et mornes. Mes après-midi se traînaient dans une langueur interminable. Je rouvrais parfois la porte du jardin au crépuscule, avec la précaution d'un visiteur en contrebande. Je me glissais jusqu'à notre place maintenant vide. Le soleil se couchait derrière la muraille de forêt d'un noir d'encre. Une brume couvrait déjà les pentes basses du jardin et montait comme une marée vers notre observatoire. Dans une immobilité tendue, je fixais jusqu'aux dernières lueurs les silhouettes des arbres sombres qui se découpaient sur la bande lumineuse de l'horizon. Là s'était fixé le dernier regard de Vanessa. Elle est toujours présente dans le paysage, comme elles se font avec lui. J'attendais de voir paraître ce qu'il m'avait mystérieusement désigné. Le jardin se repliait dans son silence hostile de cloître et me chassait. Je baisais la pierre froide où s'était accoudée Vanessa. Je revenais par les rues noires de la banlieue, entre les silhouettes basses des maisons blanches écrasées près de leurs ifs et de leurs cyprès dressés, et toutes pareilles à des tombes allumées. Je me déprenais peu à peu d'une vie sans accident et sans fièvre. Vanessa desséchait tous mes plaisirs et m'éveillait à un subtil désenchantement. Elle m'ouvrait des déserts, et ces déserts gagnaient par taches et par plaques comme une lèpre insidieuse. Je m'abandonnais peu à peu à mon travail. Je condamnais plus souvent ma porte à mes amis. Rien ne me plaisait plus autant que la perspective d'une journée vide que coupait à midi cette seule rencontre avec Vanessa. Il y a quelque chose ici qui est lié ou est proche de la vie de Marino, cette vie vide avec une présence qui comble tous les vides. Les occupations régulières m'étaient devenues fastidieuses. Avec l'intransigeance provocante de l'extrême jeunesse, je poussais les manifestations de mon dégoût jusqu'à l'absurde. À la stupeur de ma famille, je prétendis qu'Orsena sentait le marécage, et je me refusai, sauf pour ces brèves rencontres, à sortir plus longtemps au grand soleil. Je parcourais la ville de nuit, très tard. J'aimais frôler au passage ces silhouettes imperceptiblement trop rapides ou trop lentes, que le jour pour un moment mécanise et que la nuit avancée, comme une fin de course impitoyable, égrène au long des rues dans leur nudité tragique de grands fauves ou de bêtes boiteuses. Quelque chose de louche et de blessé traînait dans les rues d'Orsena à cet instant de fatigue nue. On eût dit que les eaux croupies qui baignaient les pilotis de la ville basse se retiraient à leur laisse extrême et mettaient au jour la forêt tourbeuse et rongée de mauvaises fièvres qui lui servaient de support. Je plongeais avec délectation dans ces profondeurs qui fermentaient. Un instinct me dénudait soudain comme un visionnaire, une ville menacée, une croûte rongée croulant par grands pans sous un pas trop lourd dans ces marécages dont elle avait été la suprême fleur. Comme des phrases extraordinaires dans la manière dont elle coule et dont elle ont quelque chose qui tient à la fois de l'évidence et du mystère, ces phrases de Julien Gracq. Comme le visage d'une femme encore belle, et pourtant irrémédiablement vieillie, que fait soudain craquer l'éclairage funèbre du petit matin, le visage d'Orsena m'avouait sa fatigue.
Un souffle d'annonciation lointaine passait en moi, qui m'avertissait que la ville avait trop vécu et que son heure était venue, et arc-bouté moi-même contre elle dans un défi mauvais à cette heure trouble où se déclarent les transfuges, je sentais que les forces qui l'avaient soutenu jusque-là changeaient de camp. Il m'avait paru quelquefois que je trouvais des justifications inavouées pour ces rêves d'enfant qui pouvaient devenir actifs. À qui la contemplait d'un œil non prévenu, la ville pouvait sembler parfois somnoler au grand jour, comme captive d'un réseau chaque jour plus difficilement renoué d'habitudes lassées. Encore une fois, les habitudes. Mais lassées, les habitudes. Ou plutôt, lasses. J'ai inventé un accent qui n'y était pas, des habitudes lasses. Le recul que me donnait maintenant mon voyage au Sirte me dotait d'une clairvoyance plus grande. Le souvenir décantait à distance des impressions jusque-là sans cesse brassées et dissoutes dans ce tumulte du quotidien qui nous ramène à flot dans son agitation légère. Vanessa avait été pour moi cette minime fêlure qui donne la profondeur d'un cristal invisible. Vanessa, je répète cette phrase-là parce qu'elle est fantastique. Vanessa avait été pour moi cette minime fêlure qui donne la profondeur d'un cristal invisible. Mais les apparences mêmes à Orsena, comme un étranger décèle le premier sur un visage familier les altérations de la maladie, une fois cette distance prise, n'était plus celle de la santé. L'expression du menu peuple aux jours de fête, toujours somptueuse et toujours fidèlement suivie, était celle de l'ennui, encore une fois l'ennui, sous une imitation trop attentive du plaisir. C'est une imitation du plaisir, mais c'est l'ennui qui règne. Ce vêtement de fête gardait quelque chose de défraîchi et de frustré, comme ces uniformes de vétérans qui conservent les plis poussiéreux de l'armoire. La fidélité aux traditions, devenue presque maniaque, disait l'appauvrissement d'un sang incapable de recréer. On pouvait penser quelquefois à ces vieillards secs et bien conservés qui trompent longuement leur monde en ce que, à mesure que s'en retire la vie, ils semblent mettre au jour à la place, chaque année plus impérieuse et plus accusée, la forte et convaincante réalité de leur squelette. Ainsi, en était-on venu à citer partout à l'étranger en exemple le mécanisme modèle de la constitution de la seigneurie, qui en effet fonctionnait pour la satisfaction des connaisseurs avec la perfection dérisoire d'une pièce de musée. Et comme au sein d'un vide inquiétant qui ne dissipait plus le doute quant à la vigueur du ressort qui le maintenait encore en marche. Tout ça est devenu mécanique, il n'y a plus de vie là-dedans. Il y a déjà le squelette qui transparaît sous le vieillard. Le scepticisme des hautes classes était devenu profond, à mesure que se faisaient plus exigeantes les règles méticuleuses du service et qu'un point d'honneur plus impitoyable s'attachait à leur stricte exécution. Un symptôme qui pouvait paraître à la réflexion spécialement inquiétant, naissait pour moi des goûts de voyage, de l'esprit cosmopolite, des fugues bizarres qui commençaient à dépeupler par places cette termitière trop ingénieusement agencée, comme si le sang se fût porté de lui-même à la peau pour se rafraîchir, de l'humeur nomade qui s'emparait des cercles les plus cultivés. J'en étais moi-même un exemple. Et je me mis à songer plus attentivement à cette singulière colonie de Maremma dont Fabrizio faisait tant de cas, oui. Vanessa trouvait là sa place d'avance marquée. Cependant que le redoutable prenait peu à peu son allure dans une mer calme, là tout d'un coup on revient au contexte où
On était au début du chapitre, on était depuis un certain temps. Ce rivage des Sirtes où on se trouve, le redoutable, c'est le navire de l'amirauté où il est. Je me mis à sourire à ce que cette proche rencontre prenait soudain de frappant pour moi seul. J'avais depuis longtemps perdu de vue Vanessa. Le vieil Aldobrandi, mortellement ennuyé, encore l'ennui, ennuyé de son exil, avait fini par réclamer brusquement sa famille. J'étais très jeune, j'oubliais, ou je crus oublier. J'avais appris distraitement par la suite son retour et sa soudaine rentrée en grâce, et conclus avec un sourire ironique que les choses allaient bon train et qu'Orsena composait désormais avec des forces qui ne pouvaient guère s'offrir à la conduire à bien. La nuit était devenue très noire. Debout près de moi sur la passerelle, le regard de Marino se rivait à l'avant du bateau. Tiens, retour de Marino qu'on avait perdu de vue. Le corps disparaissait sous les reflets miroitants du ciré sombre. Le visage s'était étrangement isolé, les traits tout aiguisés dans la tension du guet. Il n'attendait rien. Toujours cette idée qu'il ne se passera de toute façon rien, mais on guette quand même. On est quand même attentif. On est quand même là à attendre qu'il se passe quelque chose, tout en sachant qu'il ne se passera rien. Je le savais. Donc il n'attendait rien, je le savais de cette banale croisière nocturne, mais Marino ne faisait jamais les choses à moitié. Le redoutable, sur cette mer rassurante, avançait paré pour une rencontre, son équipage alerté, ses canons approvisionnés. Si dérisoire qu'il pût être devant la réalité tendue de ce petit monde militaire, en marche à travers la nuit aveugle et que j'avais si légèrement découplé, je me sentais incertain et troublé. Je ressentais quelque chose du remords tardif et de la panique de l'apprenti sorcier, à l'instant où, tout doucement d'abord et à son incrédule et profond étonnement, les choses malmenées dans leur dignité pesante se mettent tout à coup à bouger. Dans le déhanchement maugréant de bêtes réveillées du navire, j'avançais en proie à un léger étourdissement et au sentiment exaltant d'un déclic magique. Là, on joue aussi avec les sons, un déclic magique. J'avais fait sortir en mer le redoutable, des dizaines d'yeux bien ouverts relayaient mon regard incertain sur la mer. À travers la nuit opaque, un réseau assourdi de voix avares répercutait par intervalles des commandements secs. Ces voix brèves et prenantes, à reflets de destin, qui montent de la gorge de l'homme dans toute machine lancée vers un horizon aventureux. Une efficacité surveillée, tendue, alertée, se retrouvait, se rassemblait autour de nous à travers le noir. Je la sentais nouer ses rênes dans mes mains, crépiter avec les intervalles exacts d'une machine en ordre de marche. Le regard même de Marino, ce regard rassis et froidement lucide, s'enfiévrait légèrement, comme aux premiers effluves de l'atmosphère subtilement magnétisée de l'action. Encore en italique ce mot action. Il va y avoir peut-être de l'action. Ce branle-bas militaire, dans son ambiguïté de jeu, qui pouvait d'un instant à l'autre devenir sérieux, apportait à son tour consistance et réalité à la douteuse apparition de la veille, mettait en marche un engrenage subtil. Je m'attendais presque à voir ressurgir devant moi la silhouette énigmatique. Je fouillais l'ombre d'un regard, de minute en minute plus absorbé. Une fois ou deux, à un reflet plus clair, jouant sur les vagues, je retins ma main, prête à agripper nerveusement le bras de Marino. Me trompais-je ? C'eût été, en ce moment, le signe d'entente qu'on adresse à un complice. Le vieux sang des corsaires parlait haut chez Marino. Je le sentais à mes côtés, soudain presque aussi nerveux que moi.
Nous étions à cet instant 2 chasseurs lancés à travers la nuit, tout le bateau sous nos pieds tressaillant comme à une bourrasque d'une brusque fièvre d'aventure. Une belle nuit, Aldo, qu'en dis-tu ? Il y avait dans sa voix un tremblement réprimé qui le livrait soudain au sein de son élément, en dépit de lui-même inexplicablement à son affaire. Je sentis qu'il m'en voudrait demain d'un épanchement chez lui si extraordinaire. Mais ce soir rapprochait en nous 2 ennemis très intimes. Par ce bateau lancé qui vibrait sous nos pieds, nous communiquions dans les profondeurs. Une belle nuit, la meilleure que j'ai encore passée dans les Syrtes. La meilleure que j'ai encore passée dans les Syrtes. Cette nuit-là, pourtant la plus tendue, la plus dangereuse. Dans la demi-obscurité de la passerelle, il se produisit alors une chose très solennelle. Sans que le regard se détournât, la main de Marino chercha mon bras et s'y posa 1 seconde. Je sentis mon cœur se gonfler comme à une extraordinaire permission, comme un homme devant qui une porte s'ouvre à laquelle il n'aurait pas même osé frapper. Vous n'aimez guère sortir le redoutable, pourtant. Pas trop souvent, Aldo, pas trop. Le moins possible. Il me semble que je ne gagne pas mon traitement. Il me semble que je prends des vacances. La lune se leva sur une mer absolument calme, dans une nuit si transparente qu'on entendait des fourrés de roseaux de la côte gagner de proche en proche le sourd caquettement d'alarme des oiseaux de marais alertés dans les joncs par notre sillage. La côte que nous longions se hérissait en muraille noire contre la lune des lances immobiles de ses roseaux. Silencieuse comme un rôdeur de nuit, la coque plate du redoutable se glissait dans ses passes peu profondes avec une sûreté qui trahissait le coup d'œil infaillible de son capitaine. Derrière le liseré sombre, les terres désertes des Syrtes à l'infini reflétaient la majesté d'un champ d'étoiles. Il était bon ce soir d'être en mer avec Marino, fortifiant de s'enfoncer avec lui sans fin dans l'inconnu de cette nuit tiède. On s'est enfoncé dans la nuit. On est au-delà du rivage des Syrtes. Et ainsi se termine ce chapitre, ce 3e chapitre, une conversation du rivage des Syrtes de Julien Gracq. Le prochain, ce sera les ruines de Sagra. Au revoir et à bientôt.